Le journal. Mesdames et messieurs, bonsoir, bonne fin de week-end chez vous, votre journal. Luidunga Motalombi. La journée mondiale de la rage célébrée ce 28 septembre 2020 à travers la planète sous le thème Agir et sensibiliser à la prévention de la rage. À Makoku, dans l'Ogwe, Ivindo, séjour à Ovan, dans l'Amvou et Boué dans la Lopé, du directeur provincial de la Sotrader, but sensibiliser les responsables des coopératives agricoles et d'interpeller les uns et les autres sur l'utilisation du matériel agricole. En politique, le RV, le Rassemblement pour la restauration des valeurs, a depuis ce jour un nouveau président. Il s'agit de Arsène Edouard Nkorzé. Il remplace à ce poste Tony Ondomba. Du sport avec au menu du rugby, du basketball et du football, dossier du Lorette Koupangoy. Le saviez-vous? Il existe des gestes simples à connaître pour empêcher la propagation du coronavirus. On les appelle les gestes barrières. Quels sont-ils? Se laver fréquemment les mains avec un désinfectant à base d'alcool ou de l'eau et du savon. En cas de toux et d'éternuement, couvrez la bouche et le nez avec le coude fléchi ou un mouchoir. Jetez immédiatement le mouchoir et lavez-vous les mains. Évitez tout contact étroit avec une personne ayant de la fièvre et de la toux. Saluez sans se serrer la main. Évitez les embrassades. Nettoyez les objets et les surfaces souillées. Si vous présentez des symptômes de la grippe, fièvre, toux, éternuement, difficulté à respirer, ne vous rendez pas dans une structure sanitaire ou chez votre médecin traitant. Appelez le 1410. Covid-19, en ouverture de ce journal, la principale édition d'information du soir, suite à l'impatience des leaders religieux qui attendent et s'interrogent sur une éventuelle réouverture des lieux de culte. La rédaction de Radio Gabon, par le biais de notre reporter Gaël Bimba Okoko, a sillonné Libreville ce matin pour constater de visu si ces derniers ont surpassé la décision gouvernementale reprise hier par le patron du ministère de l'Intérieur, le ministre d'État Lambert Noël Mata. Gaël Bimba. De l'église catholique à l'église évangélique du Gabon, en passant par certaines dites de réveil, le constat est le même. Aucun culte n'a été célébré ce jour, du moins dans les endroits que nous avons visités. Un état des lieux qui témoigne du respect de l'autorité que le pasteur Rostand Essonoela, en service à l'église évangélique du Gabon de Baraka, salue avec tout de même 7 mois de salaire impayé. Je sais seulement que nous attendons. Le ministère de l'Intérieur a mandaté les gouverneurs, les maires pour accélérer la sensibilisation. C'est ce qui a été fait. Et ils nous ont annoncé que la réouverture des églises est imminente. Et ils nous ont annoncé d'accélérer les mesures préventives. Nous sommes en train de nous préparer pour attendre ces commissions d'évaluation qui viendront et des mairies et de COPIL, voire du ministère de la Santé, voire même au niveau du ministère de l'Intérieur. Bien que les vrombissements des cloches, des instruments de musique et des chants étaient inaudibles dans les quartiers de Libreville, comme le prédisait le collectif des leaders religieux, le pasteur Rostand, légitimant ses revendications, demande tout de même au gouvernement de jouer franc jeu. La pandémie a impacté lourdement la vie des communautés religieuses. Il y a certaines églises qui louent des maisons. Nous avons des familles, nous avons des enfants et nous vivons des fidèles. Il y a des services que nous consommons tels que l'eau et l'électricité, mais on va trouver de l'argent pour où? Il y a certaines églises qui ont opté pour des caisses communes. Vous comprenez aussi que même les fidèles sont dans l'expectative, dans ce sens qu'avec la pandémie du coronavirus, ils se retrouvent aussi dans des situations vraiment de précarité et difficiles. C'est pourquoi nous disons qu'il faut que l'État joue franc jeu. Les confessions religieuses ont, à la lumière de ce constat, respecté les clauses gouvernementales. La balle est donc du côté des autorités sur ce qui semblait être un bras de fer. Le Gabon, à l'instar de la communauté internationale, célèbre demain la journée mondiale de la rage, thème retenu par l'OMS cette année, agir et sensibiliser à la prévention de la rage. Pour l'Organisation mondiale de la santé, l'objectif visait aucun cas en 2030, l'importance de la vaccination des chiens et les mesures d'hygiène en cas de morsure. Le point avec Issa Steve Mefan. La rage, une maladie virale touchant les mammifères, notamment les chiens, les chats, les chauves-souris. Elle se transmet à l'homme par la salive d'un animal atteint de cette maladie. Lors d'une morsure, d'une griffure ou d'une lésion cutanée récente, les symptômes de la rage chez l'animal et l'homme sur des sons d'archives du docteur Morgan Mindumba, vétérinaire. Les symptômes sont surtout l'agressivité. Le chien fugue, il peut mordre des objets métalliques, du bois, il mord tout au passage, il est
anxieux, il est très très agressif. Chez l'homme, la personne réagit facilement à la lumière, au bruit. La personne peut trembler, il y a la fièvre et surtout un signe très particulier, c'est le spasme hydrophobique. C'est-à-dire que la personne réagit brusquement lorsqu'on lui présente de l'eau ou alors refuse de boire de l'eau. Plusieurs cas de morsures suspectes enregistrés par la Direction générale de l'élevage. Quelle serait la conduite à tenir en cas de premiers soins? La première chose qu'il faut faire, c'est rapidement de nettoyer la plaie avec de l'eau et soit avec du savon de Marseille ou bien avec un antiseptique comme le Daquin ou alors un peu de l'eau diluée avec du javel. Et à la victime, c'est de pouvoir amener le chien chez le vétérinaire. De nos jours, il existe des vaccins efficaces contre cette maladie, d'où la nécessité de revoir les programmes en la matière. Pendant ce temps, le monde entier célèbre aujourd'hui la Journée internationale du tourisme, thème de l'année, tourisme et développement rural. En vue d'offrir des débouchés en dehors des grandes villes et pour préserver le patrimoine culturel et naturel, le tourisme joue un rôle incomparable. Cela peut permettre aux populations rurales de se prendre en charge en fournissant aussi des emplois et des débouchés, tout particulièrement pour les femmes et les jeunes. Caroline Assou-Mombe. La Journée mondiale du tourisme de cette année est un moment idéal pour célébrer les normes ISO, car il faut certaines normes internationales pour prendre en compte des espaces naturels protégés, les systèmes de management, de la durabilité des structures d'hébergement, le tourisme d'aventure et industriel. Organisée autour du thème tourisme et développement rural, cette édition met en avant le rôle unique de ce secteur, offrant des débouchés en dehors des grandes villes et contribuant ainsi à la préservation du patrimoine naturel et culturel partout dans le monde. Intervenant à un moment critique relatif à la pandémie de Covid-19, les pays du monde cherchent à relancer ce secteur, car dans certaines communautés, le tourisme est un important pourvoyeur d'emplois et un pilier de l'économie. D'un autre côté, l'Organisation mondiale du tourisme prévoit que le tourisme local reviendra avant le tourisme international. Bien gérer cela pourra profiter aux communautés paysannes. Au Gabon, le tourisme reste encore un secteur marginalisé dans l'économie. Or, il dispose d'atouts pour devenir un secteur économique phare. En mettant en place une véritable politique de valorisation, ce secteur pourrait lutter contre le chômage et soutenir le budget de l'État. L'actualité en rappel, vendredi dernier, Madame le Premier ministre Rose Christiane Osuka Ponda a procédé au coup d'envoi des travaux de la Transgabonaise, projet phare du gouvernement. Alors, quelles sont les localités qui seront impactées par ce projet d'envergure? Dossier de Pakita Love, Dilebou, Mabika. Le projet de la Transgabonaise concerne deux axes principaux, les routes nationales 1 et 3. Cette route qui reliera Libreville à Franceville va traverser près de 6 des 9 provinces que compte le Gabon, soit 60% du pays. Le ministre en charge des infrastructures, Léon Armel Bounda Balondi, revient sur les villes concernées par ce vaste chantier. La Transgabonaise est une infrastructure hautement structurante qui prend sa source à Libreville au PK0 de l'actuelle route nationale numéro 1, en passant par Bifoun, Ndjolé, Alembe, avant de rejoindre le carrefour d'Alara, où elle sera alimentée par le trafic routier provenant du nord du Gabon et au-delà du Cameroun et de la Guinée équatoriale. Elle croise ensuite le chemin de fer transgabonais à Boué pour un mariage entre le transport routier et le transport ferroviaire, avant de traverser le Gouéolo et d'atteindre Franceville, où se trouve son point kilométrique final. Le ministre en charge des infrastructures n'a pas manqué d'interpeller les populations impactées par le projet, les entreprises adjudicataires et d'autres intervenants. Henri-Frédéric Amiel qui disait, je cite, « Détermination, calcul, persévérance, présence d'esprit et mémoire, voilà tout ce qu'il faut pour réussir. » Fin de citation. Je voudrais solliciter l'indulgence des populations et des autorités locales des zones traversées par le projet afin qu'elles facilitent le travail à la société autoroutière du Gabon ainsi qu'à ses différents sous-traitants qui seront progressivement sélectionnés. Agir autrement serait une source de ralentissement des travaux et donc de mise en péril de cet important projet. D'une longueur totale de 81 km à livrer sur 18 mois, les travaux iront du PK24 au PK105 avec un accent prioritaire sur les tronçons routiers PK50, PK75 où ils débuteront.
Et puis, dans le cadre de l'émission Gabon Environnement de tous les lundis, nos animateurs maison reçoivent à partir de 10h05 Madame Bernadette Ken, cadre de sécurité sociale à la retraite, représentante locale du mouvement environnemental Let's Do It. Au cours des échanges, il sera question de la contribution du mouvement à la protection de l'environnement. Écoutons-la au micro de Lise Obon Angoro. Le mouvement arrive au Gabon par l'intermédiaire de la MAF, qui est une association de droit gabonais que je représente, les Amis d'Afrique francophone. En 2010, la AMAF a été invitée à une conférence organisée par AMAF du Bénin et nos collègues du Bénin qui avaient déjà assisté à une conférence de l'Aide, la toute première conférence en Afrique de l'Aide, c'était au Ghana. Ils avaient pris part à cette conférence et l'année d'après, ils ont souhaité que l'Aide vienne au Bénin pour en parler. Et c'est comme ça que j'ai été conviée à cette conférence et à partir de ce moment-là, je me suis intéressée à la chose et puis on continue tout doucement à faire la promotion de cette ONG. L'environnement ne peut que nous intéresser parce que nous profitons des bienfaits de la nature. Dieu nous a donné un cadre, Dieu a rendu l'homme responsable de la nature et donc chacun de nous doit se sentir impliqué quand il y a des problèmes qui concernent l'environnement. L'environnement commence d'abord par chez nous. Nous devons d'abord entretenir le cadre de vie dans lequel nous évoluons. Ensuite, nous voyons l'extérieur et un peu plus le pays. Le déclic, c'est que nous sommes des éléments de la nature. En tant que cadre de sécurité sociale, je ne peux pas dire qu'il y a un lien direct, mais je peux dire que du moment où, en faisant la protection sociale, nous étions parfois, dans le cadre de nos activités, amenés à visiter nos retraités qui ne pouvaient pas se mouvoir, qui ne pouvaient pas venir au niveau de la CNSS. Et on trouvait quand même que c'était un peu désolant de les trouver dans des conditions un peu dégradantes. Nous avons organisé la journée mondiale de nettoyage qui est avec l'Aide Do It parce que c'est une journée internationale qui a été décrétée, retenue par notre organisation, l'Aide Do It World. Nos actions sont orientées vers l'assainissement. Nous promouvons l'assainissement de nos cadres de vie, notre environnement tout simplement. L'assainissement consiste à nous défaire, à nous débarrasser des ordures qui nous encombrent pour rendre nos habitacles sains et salubres. Lié à l'environnement, soucieux du bien-être de l'environnement, Fred Matemba, jeune entrepreneur, a créé il y a un peu plus d'un an une entreprise dénommée EcoChar Gabon, une structure qui produit et commercialise du charbon entièrement bio à base de déchets végétaux. Regarde Ahmed Beni Evaka. 3 ans en arrière, c'est-à-dire en 2017, Fred Matomba menait une étude de marché dans la ville de Tubanga pour prendre le pouls des populations en matière de demande. Résultat des courses, il finira par s'apercevoir que l'utilisation du charbon classique par les personnes âgées et les plus jeunes est facteur de plusieurs maladies. C'est alors qu'il décide de monter son entreprise spécialisée dans la production et la vente de charbon issu de déchets végétaux, par conséquent bio. La particularité avec le charbon traditionnel est que le charbon écologique ne met pas beaucoup de fumée, il émet très peu ou pas de fumée. Et d'un autre côté, il est fabriqué non pas à base du bois, mais à partir des déchets végétaux. Donc tout ce qui est déchets, paille de coco, rafle de maïs, bagasse de maïs, déchets de copeaux, dans le but de pouvoir fabriquer un produit similaire qui ne cause pas des dégâts sanitaires. Le projet EcoChar Gabon, à ce jour, suit encore le processus traditionnel. Et pour ce faire, le jeune entrepreneur s'est inspiré des méthodes artisanales du Sénégal. Les moyens que nous utilisons nous permettent de produire 600 à 700 kilos de charbon. Cependant, nous avons en perspective cette année 2020, d'ici la fin du mois d'octobre, d'arriver à 1 tonne de production de charbon écologique. Parce que à l'entame, nous fonctionnons en production de 50 kilos. C'est-à-dire dès qu'on a une commande, on produit les 50 kilos et on va les livrer. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que plus notre clientèle augmente, nous avons besoin de mettre des mécanismes en place pour pouvoir répondre à cette demande de plus en plus grandissante. Il a dû battre le fer pour en arriver là en suivant une formation au sein de l'incubateur GI Gabon durant 6 mois, une formation dont il se réjouit aujourd'hui. J'ai pas de fonds, comment je fais? Alors, grâce à la technicité du GIE, j'ai pu démarrer l'entreprise avec 0 fonds. Donc, rien qu'avec ma conviction et des éléments que GIE m'a apportés, j'ai pu développer mon entreprise sans problème. Étudiant en Master 2 en gestion d'entreprise et management de projet, Fred Matomba et son charbon bio veulent prendre une part active dans la chaîne de développement durable pour être autonome tout en préservant l'environnement. Et comment se produit-il ce charbon et quel est son processus de fabrication qui répond aux objectifs de développement durable prônés par le système des Nations Unies? Écoutons Fred Matemba au micro d'Ahmed Beni Evaka. C'est un procédé assez simple mais très délicat. Tout part
3 ans en arrière, c'est-à-dire en 2017, Fred Matomba menait une étude de marché dans la ville de Tchibanga pour prendre le pouls des populations en matière de demande. Résultat des courses, il finira par s'apercevoir que l'utilisation du charbon classique par les personnes âgées et les plus jeunes est facteur de plusieurs maladies. C'est alors qu'il décide de monter son entreprise spécialisée dans la production et la vente de charbon issu de déchets végétaux, par conséquent bio. La particularité avec le charbon traditionnel est que le charbon écologique ne met pas beaucoup de fumée, il émet très peu ou pas de fumée. Et d'un autre côté, il est fabriqué non pas à base du bois, mais à partir des déchets végétaux. Donc tout ce qui est déchets, paille de coco, rafle de maïs, bagasse de maïs, déchets de copeaux, dans le but de pouvoir fabriquer un produit similaire qui ne cause pas des dégâts sanitaires. Le projet EcoChar Gabon, à ce jour, suit encore le processus traditionnel. Et pour ce faire, le jeune entrepreneur s'est inspiré des méthodes artisanales du Sénégal. Les moyens que nous utilisons nous permettent de produire 600 à 700 kilos de charbon. Cependant, nous avons en perspective cette année 2020, d'ici la fin du mois d'octobre, d'arriver à 1 tonne de production de charbon écologique. Parce que à l'entame, nous fonctionnons en production de 50 kilos. C'est-à-dire dès qu'on a une commande, on produit les 50 kilos et on va les livrer. Mais aujourd'hui, on s'est rendu compte que plus notre clientèle augmente, nous avons besoin de mettre des mécanismes en place pour pouvoir répondre à cette demande de plus en plus grandissante. Il a dû battre le fer pour en arriver là en suivant une formation au sein de l'incubateur GI Gabon durant 6 mois. Une formation dont il se réjouit aujourd'hui. J'ai pas de fonds, comment je fais? Alors, grâce à la technicité de GIE, j'ai pu démarrer l'entreprise avec 0 fonds. Donc, rien qu'avec ma conviction et des éléments que GIE m'a apportés, j'ai pu développer mon entreprise sans problème. Étudiant en Master 2 en gestion d'entreprise et management de projet, Fred Matomba et son charbon bio veulent prendre une part active dans la chaîne de développement durable pour être autonome tout en préservant l'environnement. De la pré-collecte, nous nous rendons dans des différentes scieries, dans des marchés pour la collecte des déchets végétaux. Et après, il va nous falloir 2 à 3 jours, ça dépend aussi de la qualité de soleil que nous avons, pour sécher les matières afin de réduire la capacité d'eau absorbée par celle-ci. Et à la fin de cela, nous passons à une pyrolyse. Cette phase peut être traditionnelle ou encore mécanisée. Pyrolyse, c'est-à-dire? Alors la pyrolyse, c'est une carbonisation incomplète, c'est-à-dire on brûle la matière première en absence d'oxygène, ce qui nous permet de ne pas obtenir de la cendre, mais la matière carbonisée permettant de la compacter. Donc le compactage est l'étape après la pyrolyse qui nous permet donc de prendre le produit carbonisé, le raffiner et ensuite compacter à une pression assez conséquente pour avoir un produit bien compact pour retenir les flammes. Et encore que là, tout dépend de la matière première utilisée et la manière dont on l'a carbonisé. Ensuite, on les met au soleil. Donc si le soleil est bon, en 2-3 jours, vous pouvez avoir vos briquettes pleinement sèches. Dossier politique à présent, le RV, le Rassemblement pour la Restauration des Valeurs, a un nouveau président. Il s'agit d'Arsène Edouard Nkongzé. Il a été installé dans sa nouvelle fonction aujourd'hui à la faveur d'un congrès extraordinaire tenu à Libreville. Compte rendu Kreta Matsanga. Honorable Arsène Edouard Nkongzé, je vous installe au nom de tous les congressistes ici présents dans vos nouvelles fonctions de président du RV. C'est un Arsène Edouard Nkongzé, serein et confiant, qui prend la tête du Rassemblement pour la Restauration des Valeurs. L'homme a été porté à la tête du parti par ses pairs suite à la constatation de la vacance du poste du président du parti. La convention dite de la Renaissance est le signal de départ d'un nouveau souffle important de notre formation politique, le Rassemblement pour la Restauration des Valeurs. Je remercie l'ensemble des congressistes pour le choix porté à ma modeste personne. Mes pensées vont à l'endroit de l'ancien président de notre parti, Emmanuel Norbert Tony Ondomba, que je voudrais rendre hommage pour son travail accompli à la tête de notre formation politique. Chers valeureuses et valeureux, par nos messages simples, clairs et sincères, lors des précédentes campagnes électorales, les personnes gabonaises nous ont fait confiance. La mission que vous venez de me confier à la tête de notre formation politique n'est pas chose facile. Sans toute responsabilité que je mesure l'ampleur de la tâche. Cette tâche est encore plus grande car nous devons faire et accompagner la politique du président de la République, chef de l'État, son Excellence Ali Bongo Ondimba. 5 points étaient inscrits à l'ordre du jour de ce congrès extraordinaire présidé par Wilfried Moukoumi, vice-président et porte-parole de cette formation politique. Le point sur la vacance de la fonction de président du parti, déjà constatée par le bureau politique. La modification et l'adoption des statuts du parti, le compte rendu des initiatives
par le bureau politique pour assurer la continuation du parti, l'adoption des décisions, pouvoir pour formalité et divers. Ce congrès marque une nouvelle ère de ce parti politique de la majorité républicaine et sociale pour l'émergence. Le nouveau bureau s'est donc donné comme mission prioritaire la poursuite des installations des structures de base à travers le pays. L'actualité direction Makokou à l'intérieur du pays, cela dit, le patron de la Sotrader, Ogwe Vindo, vient de séjourner à Ovan dans l'Anvou et Boué dans la Lopé. Au cours de son séjour à l'intérieur de la province, le directeur était allé sensibiliser les responsables des coopératives agricoles et d'interpeller ces derniers sur l'utilisation du matériel agricole. Makokou, le câble de Pascal, il était Douaba. Dans ces deux localités, le directeur provincial de la Sotrader, Société gabonaise de transformation agricole et de développement rural, a non seulement procédé au démarrage des travaux agricoles pour la campagne agricole 2020-2021, et l'a également échangé avec les responsables locaux des coopératives en activité ainsi que leurs bureaux. À Ovan comme à Boué, les travaux se sont déroulés en deux phases. Le directeur provincial, Sidouane Akoubou. Il s'agissait effectivement de rencontrer les responsables des coopératives agricoles actuellement en activité dans ces deux départements, m'entretenir avec les bureaux, mettre en place le nouveau programme de travail au sortir de la crise sanitaire que nous sommes en train de traverser et de lancer le démarrage des travaux agricoles, du nouveau cycle agricole pour la campagne 2020-2021. Sur le terrain, il y a eu deux phases. La première phase, il s'agissait les entretiens avec les membres du bureau des différentes coopératives. Et la deuxième phase, il s'agissait d'aller sur le site, visiter pour évaluer le travail d'aménagement et des travaux agricoles à réaliser dans les tout prochains jours. L'utilisation du matériel agricole, dont de la Sotrader aux agriculteurs, a été évoquée suite aux différentes plaintes des populations qui dénoncent une gestion opaque de ces outils de travail par les membres des bureaux de coopératives. Nous sommes confrontés à ce souci dans la gestion du matériel agricole qui a été mis à la disposition des différentes coopératives agricoles. Il s'agit de certains individus qui, dans leur manière de voir les choses, pensent que ce matériel a été donné de manière individuelle. Je réitère ici que le matériel qui a été mis à disposition des coopératives relève la gestion directe des bureaux de coopératives qui ont été mis en place. Ce matériel-là doit servir pour les activités de chaque coopérative, pas pour les besoins d'un individu, pour les besoins de fonctionnement de la coopérative, notamment les activités agricoles. Notons que Makokou et Mikambo seront visités dans les tout prochains jours par le directeur provincial de la Sotrader. Makokou, il est Tiendoba pour Radio Gabon, la référence. Toujours à Makokou, séjour d'une délégation du comité de pilotage Covid-19. Objectif, faire le bilan de la Covid-19 dans la province et former certains acteurs dans la riposte à cette pandémie. Makokou, Cécilia Akuma Mendom. Apporter un appui technique au comité régional de riposte de la COVID-19 de la province de l'Ogwe-Ivindo. Voici l'objet de la mission à Makokou des responsables du COPIL et des experts de l'Organisation mondiale de la santé. Ghislain Doumi, chef de mission. La mission consiste à un appui au comité de riposte régional. Quand je parle d'appui, c'est appui technique. Donc nous avons discuté avec ce comité, avec toutes les sous-commissions pour voir comment la riposte est organisée, qu'est-ce qu'ils font bien, qu'est-ce qu'il faut corriger, quels sont les avantages et quelles sont les insuffisances et quelques pistes de solutions locales et puis des situations auxquelles ils sont confrontés qu'on ne trouve pas de solutions. Nous allons les reporter dans un rapport qu'on transmettra à la tutelle. Naturellement aussi, nous sommes venus pour former surtout la sous-commission surveillance épidémiologique sur un outil de gestion de la surveillance épidémiologique des cas Covid au niveau de la province de l'Ogwe-Ivindo. De la présentation de l'application de l'Organisation mondiale de la santé qui a été acceptée par le Gabon afin d'être utilisée pour la gestion de la surveillance épidémiologique du Covid-19 en passant par la présentation de l'architecture du comité de riposte puis la surveillance épidémiologique. Tout a été clairement expliqué au personnel de santé venu des 4 départements de la province de l'Ogwe-Ivindo, à savoir Boué, Makokou, Ovan et Menkambo. Rappelons que l'Ogwe-Ivindo est la province qui a moins de cas, d'où cette exhortation du chef de mission Ghislain Doumi au respect de mesures barrières édictées par le gouvernement afin d'éradiquer la COVID-19 hors du Gabon. De Makokou, Cécilia Koumamendom pour Radio Gabon, la référence. Sans transition hors du Gabon, l'actualité internationale avec vous, Tiane Davila Lengimini. Bonsoir. Bonsoir, Lundunga. Direction la Centrafrique où le président Faustin Archange Touadéra vient d'annoncer sa candidature à la présidentielle de décembre prochain.
La tenue de ce scrutin le 27 décembre prochain reste cependant incertaine dans un pays meurtri par plus de 7 années de guerre civile et encore malmené par les groupes armés rebelles. Certaines incertitudes demeurent également quant à la possibilité de tenir ces élections présidentielles et législatives. Des retards importants dans l'organisation sont nombreux. Faustin Archange Touadéra rejoint la dizaine de candidats en lice. Son principal adversaire devrait être l'ancien chef d'État François Bozizé, dont la candidature est en attente de validation. Au Nigeria, Tiane, parlons de cette attaque du convoi du gouverneur de Borno qui a fait 30 morts. C'est une attaque terroriste du groupe Boko Haram contre le convoi qui transportait le gouverneur de Borno, Babangana Oumara Zoloum. Ce dernier est tombé dans une embuscade près de la ville de Baga, sur les rives du lac Tchad, essuyant pendant plusieurs minutes des tirs soutenus des mitrailleuses et grenades. Le gouverneur a eu la vie sauve, mais le bilan fait état de 30 morts, dont 12 policiers, 5 soldats et 13 civils. Et terminons par cette marche au Mali contre les violences faites aux femmes. Et ce sont plusieurs centaines de personnes qui ont pris part à cette marche blanche et silencieuse contre les violences faites aux femmes organisée à Bamako. Elles réclament, ces femmes, l'adoption par le Parlement d'une loi spécifique contre les violences basées sur le genre. Et ce, alors que l'affaire dite Sidiki Diabaté suscite une vive émotion au Mali. L'ancienne compagne du célèbre musicien l'accuse, entre autres, de séquestration, coups et blessures. Après la page étrangère de ce journal, le sport avec au menu du rugby, le basketball et le football avec en filigrane le match amical international Gabon-Bénin du 11 octobre prochain au Portugal. Il reste Koupangoy. Le sélectionneur national des Panthères du Gabon, Patrice Neveu, a récemment publié la liste des 23 joueurs retenus pour le match amical qui va opposer le Gabon au Bénin. Nos internationaux brillent actuellement en club à l'instar de Pierre-Emerick Aubameyang à Arsenal et Denis Bouanga à Saint-Étienne. Face aux écureuils du Bénin, les Panthères n'auront qu'une seule idée en tête, la victoire. Écoutons Raphaël Dzamba, directeur technique national des Panthères du Gabon. Ça ne fait que nous réjouir, nous au niveau de la Fédération gabonaise de football, de savoir que nos enfants, nos internationaux sont en pole position actuellement. Gageons simplement que ça puisse continuer pour leur propre bien déjà et puis pour le bien du football gabonais. Nous l'espérons vraiment que ces performances-là puissent être relayées au niveau de l'équipe nationale et qu'ils puissent réellement se sentir dans leur peau comme ils se sentent dans leur club actuellement. Nous pensons effectivement, nous comptons énormément sur eux pour pouvoir faire de très bons résultats par rapport à ces éliminatoires que nous sommes en train de continuer. Nous sommes en bonne position. Nous voulons simplement gagner éventuellement tous nos matchs à domicile et puis essayer de grappiller quelques points au niveau de l'extérieur. La Côte d'Ivoire va inaugurer le stade olympique des Bempé, le plus grand du pays, le samedi 3 octobre prochain. L'infrastructure de 60 000 places va accueillir notamment le match d'ouverture et la finale du tournoi. Situé dans la banlieue nord d'Abidjan, le stade sera inauguré par un match entre les deux clubs les plus populaires du pays, à savoir la SEC Mimosa et l'Africa Sport d'Abidjan. Un derby très attendu après 7 mois d'arrêt. Du basketball, en prélude aux éliminatoires de l'Afrobasket 2021, Moustapha Gaye a convoqué 17 joueuses pour un stage qui débute jeudi prochain sur une période de 3 semaines. Le but de ce camp est de mettre en place une base locale capable de renforcer l'équipe nationale féminine. À quelques mois des éliminatoires de l'Afrobasket 2021, Moustapha Gaye est en train de poser ses marques pour avoir la meilleure équipe du Sénégal. La direction technique nationale du Sénégal vise à mettre en place des sélections locales, hommes et dames compétitive. On reste dans le basketball. C'est l'Égypte qui va organiser l'édition 2020 des championnats d'Afrique U18 de basketball masculin et féminin. Ce sera en décembre, mais les dates des deux compétitions ne sont pas encore précisées. Initialement prévues en août, les deux compétitions n'ont pu se tenir en raison du coronavirus. L'Égypte remplace la Guinée équatoriale et le Mali, respectivement, pour abriter le tournoi masculin et féminin. Les championnats d'Afrique U18 de basketball qualifient 2 pays pour les mondiaux U19, dont l'édition prochaine a lieu en 2021. À noter que le Mali est tenant du titre des tournois dans les deux catégories. 12 nations prennent part à la compétition.
Du rugby pour terminer, le champion d'Afrique 2022 de rugby est qualifié pour le mondial 2023 de la discipline. Une décision prise par l'instance faîtière de rugby en Afrique à cause du Covid-19. Le vainqueur de la Rugby Africa Cup 2022 sera directement qualifié pour la Coupe du monde de rugby pour la Coupe du monde du rugby à 15 en 2023, a indiqué récemment la Confédération africaine Rugby Africa. La deuxième meilleure équipe de cette Coupe d'Afrique des Nations disputera quant à elle un mini-tournoi de repêchage à 4 prévu en novembre 2022. À noter que l'Afrique du Sud, championne du monde en titre, est qualifiée d'office pour le mondial 2023 en France. Merci, le reste Coupangoy. Comme pour dire tout est bien qui finit bien, mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Le rappel des titres qui l'ont constitué. La journée mondiale de la rage, célébrée le 28 septembre 2020 à travers la planète sous le thème « Agir et sensibiliser à la prévention de la rage ». À Makokou, dans l'Ogwe Ivindo, séjour à Auvent dans l'Anvou et Boué dans la Lopé du directeur provincial de la Sotrader, but sensibiliser les responsables des coopératives agricoles et d'interpeller les uns et les autres sur l'utilisation du matériel agricole. En politique, le RV Rassemblement pour la restauration des valeurs a depuis ce jour un nouveau président. Il s'agit de Arsène Edouard Nkongze. Il remplace à ce poste Tony Ondomba. À la réalisation ce soir, Fabien Ngui Okevele, au montage Herman Osunga, Thierry Iwanya à la technique, collaboration rédactionnelle, Ulrich Coupangoy et Tian Davila Lingimini, Ludunga Motolombe. Bonne nuit à tous, au revoir. Vous êtes câblé sur Radio Gabon émettant de Libreville, 88.7, 96.5 FM. Où que vous soyez, nous sommes avec vous.